Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Les choses se bousculent depuis les dernières élections européennes. On sait que le président français Emmanuel Macron a dissous le Parlement, convoqué de nouvelles élections en France. Au moment d'ailleurs d'enregistrer cet épisode, il est en point de presse. Je rejoins Stéphane Bureau pour en parler. Salut Stéphane! Oui, qui suit lui aussi le point de presse à distance, Ouais. puisque je suis en Finlande et non pas à Paris où ça bouge beaucoup. On aime souvent dire que chez nous, la politique est une forme de sport qu'on suit avec attention. En France, c'est un sport de combat extrême, la politique, et on va, je pense, par extension, suivre ce qui va se passer là-bas au cours des prochaines semaines, très certainement jusqu'au 7 juillet, qui est le deuxième tour de ces élections législatives qui pourrait mener au pouvoir un gouvernement du Rassemblement national. Il est en point de presse, le président de la République, M. Macron, pour donner le là, pour donner le ton, annoncer de quoi sera faite cette campagne qu'il va diriger, parce que même s'il n'est pas le premier ministre, même si le législatif est entre les mains du premier ministre, il reste que c'est son gouvernement, sa majorité relative qu'il voudra protéger, parce que faut quand même le rappeler, à l'Assemblée nationale, c'est une coalition. Le parti de M. Macron, Renaissance, n'a pas le contrôle. Et c'est ce que disait le président. Il y a un message clair qui a été envoyé. Ce n'est pas un coup de gueule ou un coup de poker. C'est au contraire un geste démocrate. C'est comme ça que présente M. Macron sa décision de surprendre tout le monde dimanche soir en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale. Majorité de Français semble insatisfait. Est-ce que dans de pareilles circonstances, nous pouvons continuer, nous, ce gouvernement de coalition? La réponse serait non, d'autant qu'à l'horizon, à l'automne, plusieurs des partis qui sont présents annonçaient déjà des votes de censure. Donc, il dit espérer une clarification. Et la lecture que fait présentement M. Macron, c'est que les électeurs français qu'il veut surtout pas donner l'impression de mépriser, ont envoyé un signal fort qu'il dit avoir entendu, mais que pour autant, ils ne sont pas tous dans le camp des extrêmes. Parce qu'il faut voir, et c'est ce que faisait aujourd'hui M. Macron dans son point de presse, que 50% des électeurs français qui ont choisi de voter aux élections européennes, parce que dans les faits, il y a 50% des électeurs qui se sont présentés, la moitié ne sont pas allés voter. Donc, sur ces électeurs qui se sont mobilisés, 50% seraient, du point de vue de M. Macron, aux extrêmes. Extrême droite et extrême gauche aussi, la célèbre France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, dont on entendra beaucoup parler. Et le pari de Macron, c'est de dire, il est temps justement de ramener les pendules à l'heure. Nous avons entendu le message et maintenant il faut voter pour la République et les valeurs républicaines. C'est donc dire que les extrémistes, donc c'est 50% à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Puis je rappelle, comme je le faisais hier, qu'en général, les extrêmes sont minoritaires. Or, en ce moment, les extrêmes sont à peu près majoritaires, à gauche comme à droite. Mais ce que dit M. Macron, ce que dit le président, c'est que nous devons gouverner en fonction des valeurs de la République et seuls les partis qui ne sont pas extrémistes sont en mesure d'incarner ces valeurs républicaines. Il propose des chemins d'alliance à ceux qui sont dans son camp, mais ceux qui, légèrement à sa gauche ou à sa droite, pourraient trouver leur content. Il dit « je tends la main ». Donc, dans le fond, ce qu'il annonce, c'est évidemment sa volonté pour lui de recréer un gouvernement majoritaire, mais aussi sa capacité d'ores et déjà à dire si on n'est pas majoritaire, pouvons-nous trouver une recette pour s'entendre? Parce que c'est un régime électoral à 2 tours. On connaît pas bien ça au Québec, mais ça signifie que tous les partis peuvent être invités au premier tour et que ce sont les 2 meilleurs candidats au deuxième tour. Si au premier, on n'a pas 50+1, c'est les 2 meilleurs candidats qui s'affrontent au deuxième tour. Dans un cas comme celui-là, évidemment, les alliances sont fondamentales. Qui présente-t-on au deuxième tour qui est le mieux capable, par exemple, de damer le pion, qui, dans certains cas, au Rassemblement national, ou dans d'autres, c'est moins fréquent, à l'extrême gauche dont il faudrait se méfier. C'est donc dire qu'on est prêt à passer des alliances, puis dire si c'est pas un député qui appartient à Renaissance, le parti de M. Macron, ou un candidat, devrais-je plutôt dire,
on pourrait peut-être s'entendre avec des partis qui auraient de meilleures chances au deuxième tour, mais qui accepteront de faire partie de cette grande famille politique qui, à défaut d'être unie dans la majorité, va accepter de former une coalition. Donc, en ce moment, c'est une logique binaire et très efficace quand elle est présentée comme ça du point de vue de M. Macron. Ceux qui croient à la République, qui sont avec lui, et tous ceux qui ne croient pas à la République, qui sont des adversaires extrémistes. C'est assez bien joué. Ce qui s'est aussi clarifié, c'est qu'il est hors de question qu'il donne sa démission. Il s'est engagé, lui, aujourd'hui, parce que parmi les plus machiavéliques observateurs, il y en a qui disaient « Monsieur Macron, depuis longtemps, peste contre l'idée qu'il ne pourrait pas se présenter une troisième fois. Or, s'il démissionnait après une victoire, par exemple, du RN, est-ce qu'il pourrait dire « je le fais pour reprendre les choses en main et je déclenche une présidentielle » qui lui donnerait comme un deuxième nouveau mandat puisqu'il ne serait pas allé au bout de son deuxième mandat. Okay. Et là-dessus, il dit non, il n'est pas question, je vais assumer, je serai là et je serai celui aussi qui nommera le prochain premier ministre. C'est la prérogative du président de la République quand les électeurs se seront prononcés. Alors, pour l'instant, M. Macron, lui, dit c'est un coup de gueule, mais les électeurs français, pour l'essentiel, ne croient pas à ce qu'ils ont voté aux européennes. Nous saurons au cours des 3 prochaines semaines s'il dit vrai ou s'il se trompe. Ouais. Donc, pas l'intention de démissionner, pas l'intention de débattre avec Marine Le Pen non plus avant le vote. Hein. Ça, il l'a précisé aussi. Là-dessus, alors, probablement pas. Il voudra peut-être créer l'impression que ceux qui jouent leur avenir, son premier ministre en particulier, sont ceux aussi qui devraient se battre. Mais avec M. Macron, il ne faut jamais sous-estimer le coq féroce, le coq orgueilleux, et qui aime en découdre, et qui, lors de ces 2 affrontements contre Mme Le Pen, lors des élections présidentielles, c'était plutôt bien comporté. C'est Mme Le Pen qui s'en était moins bien sortie. Elle dit être prête à livrer ce genre d'exercice oratoire, mais elle a aussi l'intelligence de rappeler qu'en ce moment, on n'est pas dans le champ de la présidentielle où elle a aspiration à se présenter, mais on est dans un cas d'élection législative où son candidat, c'est Jordan Bardella. Donc, est-ce qu'on reverrait davantage un débat Bardella contre le premier ministre Attal? C'est peut-être plus raisonnable de croire ça. La dernière fois que c'est arrivé, on avait dit au terme de l'exercice, en fait, quand on dit « on », la presse avait dit qu'Attal l'avait emporté, et dans les faits, les sondages disaient autre chose, probablement parce qu'on regarde avec notre subjectivité ce genre d'exercice, et qu'une portion importante des électeurs avait déjà choisi Jordan Bardella comme leur favori. Au procès de Hunter Biden, le verdict est tombé. Ça a été un verdict rapide, coupable de détention illégale d'une arme à feu. Est-ce que Donald Trump va pouvoir continuer de mettre de l'avant le même argument et cogner sur le même clou en disant que la justice sert toujours les mêmes? La réponse courte, c'est non, évidemment, parce que là, on peut avoir l'impression que la justice a servi des 2 côtés de l'équation, chez les républicains comme chez les démocrates. On est dans les précédents, la symétrie est effrayante. Hein? Il y a dizaines de jours, pour la première fois de l'histoire, un ex-président candidat présidentiel était reconnu coupable dans une cour criminelle. Et là, pour la première fois de l'histoire, un enfant de président, fils de président, est aussi reconnu coupable. C'est assez extraordinaire, ces rebondissements multiples. C'est évident que pour M. Trump et pour ses appuis, l'idée que la justice soit instrumentalisée est moins bien servie dans les circonstances. Il reste que c'est une histoire extraordinairement complexe. Il faut se rappeler, parce qu'on l'a oublié, comme on a souvent habitude de le faire, qu'il y a 1 an à peu près, le procureur qui a instruit l'affaire dans ce cas-ci, était prêt à s'entendre avec les avocats de M. Biden, Hunter Biden, pour qu'il plaide à des accusations de délits mineurs et qu'il soit absous de toute autre responsabilité, ce qui lui aurait évité le procès qu'il aura à vivre cet automne pour évasion fiscale, et qui lui aurait permis aussi d'éviter des accusations
criminelle comme il en a maintenant à son dossier pour la détention de cette arme à feu. Donc, il y a eu un revirement en raison de ce que la juge qui devait approuver l'entente entre les avocats de M. Biden et M. Weiss a dit non, 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 il y a quelque J'ai chose qui l'impression ne sera qu'on pas vient de perdre la éclairci. connexion avec Helsinki. Est-ce que Stéphane, nous sommes là? t'es toujours là? Est-ce que nous sommes là? Ah, Je suis parfait. là. Oui, t'es de retour. Parfait. Helsinki répond. Helsinki répond. On a perdu Helsinki quelques secondes. Ça doit être Continue. certainement les conspirateurs qui voulaient pas que j'aille jusqu'au bout de mon affaire, mais essentiellement pour dire que ça vient soulager très certainement, je dirais, politiquement, M. Biden, même si d'un point de vue basique, c'est le père de quelqu'un qui risque la prison, c'est certainement pas un soulagement. Mais dans les circonstances, ça crée cette impression de ce que il y a une justice qui peut s'appliquer à tous et de manière égale. Je suis certain que le père Biden aurait préféré voir son fils innocent. Je fais le soupçon qu'en coulisses, plusieurs des stratèges du Parti démocrate, je ne sais pas si je peux dire se réjouissent, mais sont certainement contents de voir qu'on n'ajoute pas de l'essence au réservoir de M. Trump sur cette question de la justice instrumentalisée. Oui, parce que M. Biden a toujours appuyé son fils. Là. D'ailleurs, les deux se sont retrouvés au Delaware là, après le verdict. Ben oui, et c'est normal. J'espère que la première des fidélités, qu'il soit absolument reconnu coupable de tout. Un père, une mère, je dirais même des amis, ça sert à ça. Ça n'excuse pas l'acte criminel, mais évidemment, je ne vois pas le père se laver les mains de son fils, qui a un parcours, disons-le, compliqué, mais on pourrait revenir là-dessus parce que ça n'a toujours pas solutionné l'affaire de l'ordinateur de Hunter Biden, qui a joué un rôle déterminant dans la campagne de 2020, alors qu'on disait que c'était une affaire d'intoxication ourdie par les Russes et que le FBI avait en sa possession l'ordinateur et aurait pu dire très clairement non, 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 c'est l'ordinateur d'Hunter Biden, les messages qui y sont les siens. Et c'est d'ailleurs le paradoxe, au procès qui vient de se terminer, le FBI est allé témoigner que c'était bel et bien l'ordinateur qu'ils avaient en leur possession. C'est fou comme en 4 ans, les choses ont changé. Mais à l'époque, il y avait plein de représentants des principaux organes de renseignement américains qui avaient signé une lettre pour dire attention, attention, c'est de la propagande russe, c'en était pas. Voilà une autre question à laquelle nous devrons continuer à réfléchir. Juste avant qu'on se quitte, Stéphane, qu'est-ce que tu as pensé du Terrace Gate pendant le Grand Prix, l'attitude cavalière du service incendie de Montréal? Alors moi, je connais pas grand-chose à la politique municipale. Puis vendredi, j'étais comme plein de gens quand j'ai vu le message apparaître, surpris, sinon indigné, d'autant qu'on est dans une ville qui a besoin d'amour et les entrepreneurs, les restaurateurs et tout autre acteur important de la vie économique montréalaise, on n'a pas les moyens de s'en passer. Le seul parallèle qui m'est venu à l'esprit, c'est dans un autre monde, celui du gangstérisme, quand on veut faire de l'intimidation, ça ressemble étrangement à ça. Quand on est dans la raquette de la protection, ça ressemble étrangement à ça. Quand les motards débarquent dans un bar qu'ils veulent protéger, ça ressemble étrangement à ça. Évidemment, il n'y a sans doute aucun parallèle à faire, mais je trouvais que la manœuvre au moment parfait où tu es dans une situation où tu as absolument besoin de toutes tes ressources, que tu fonctionnes à plein régime et que pile poil à ce moment-là débarquent les autorités avec des critères à faire respecter qui sont un peu spécieux. C'est pour le moins surprenant. Ça me faisait penser à ça. J'imagine que je dois avoir un esprit mal barré. Oui, c'est pas ton genre. C'est pas mon genre. Salut Stéphane. Ciao.